Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, je crois qu'on peut le dire, Absolument, un texte fondateur. un texte de 1956, mais qui est d'une actualité assez folle. C'est An Introduction to Cybernetics de W. Ross Ashby. Oui. Et l'idée, c'est vraiment de décortiquer ça ensemble, d'en extraire les idées fondamentales. Parce qu'en fait, ces idées sont partout aujourd'hui. Partout, de l'IA à la biologie. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est qu'HB nous donne des outils pour penser la complexité, mais sans forcément avoir besoin d'équations interminables. C'est très accessible. On va donc se poser des questions qui ont l'air simples, mais qui sont vertigineuses. C'est quoi, au fond, une machine? Comment un système change? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir sur un système juste en le regardant faire? Et il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. En 1956, les disciplines scientifiques étaient très en silo. Très cloisonné, oui. La biologie parlait son propre langage, l'ingénierie le sien. Ce qu'Ashby a proposé, c'est une sorte de langue universelle. Une sorte d'espéranto scientifique, un peu. Ouais. Pour décrire la communication et le contrôle, que ce soit, comme il le disait, chez l'animal ou dans la machine. Il ne s'est pas attaqué à une machine en particulier, mais à l'idée même de complexité. C'est pour ça que ça résonne encore si fort. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. La première idée, c'est de redéfinir ce qu'est une machine. On pense tout de suite engrenages, pistons, du métal. Oui, le hardware, comme on dirait aujourd'hui. Exactement. Mais si HB dit que ce n'est pas la matière qui compte, alors sa définition doit être radicalement différente. Elle l'est. Pour lui, la cybernétique, ça ne s'intéresse pas à la substance, mais au comportement. La question, ce n'est plus de quoi est-ce fait, mais Qu'est-ce que ça fait? qu'est-ce que ça fait exactement? C'est un changement de perspective totale. Il a une analogie géniale pour ça. Ah oui, Il dit que la cybernétique est à la machine ce que la géométrie est à un objet. La géométrie, elle peut décrire un cube parfait, une sphère parfaite. des choses qui n'existent pas vraiment dans la nature. Voilà. Mais elle donne le cadre pour comprendre toutes les formes possibles. La cybernétique, c'est pareil. Elle veut explorer le domaine de toutes les machines possibles, y compris celles qu'on n'a même pas encore imaginées. Je vois. Mais cette abstraction, est-ce qu'elle n'est pas un peu dangereuse? Si on ignore complètement la matière, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de quelque chose d'essentiel? C'est une excellente question. Mais c'est justement là qu'est toute la puissance de sa méthode. En ignorant la matière, on peut soudain voir des parallèles incroyables. Par exemple, Il prend l'exemple d'un cerveau-mécanisme, un appareil d'ingénieur qui maintient une position, et il le compare au cervelet, dans notre cerveau. d'accord, matériellement, ça n'a rien à voir. Rien. L'un, c'est du métal, des fils, l'autre, des neurones. Mais d'un point de vue fonctionnel, du point de vue de ce qu'ils font, Maintenir un état stable face à des perturbations, exactement, ils peuvent être décrits avec le même langage. C'est là qu'il définit son objet d'étude. Les systèmes qui sont ouverts à l'énergie, mais fermés à l'information et au contrôle. Alors, attends une seconde. Ouverts à l'énergie, mais fermés à l'information. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que mon grille-pain, par exemple, ça marche? c'est un excellent exemple. Je le branche, donc il est ouvert à l'énergie. Mais son comportement, il est déterminé par son minuteur. Je ne peux pas lui parler pour qu'il grille plus vite. Il suit son programme. C'est exactement ça. Il a besoin d'électricité, de l'énergie, pour fonctionner, mais le déroulement de son action, la durée, est déterminé par ses propres règles internes, pas par un flux d'ordre qui viendrait de l'extérieur. HB s'intéresse à ça, à ces systèmes dont le comportement est régi par une logique interne. D'accord, je comprends mieux. Alors, si tout est une question de comportement, comment on fait pour décrire ce comportement de manière rigoureuse? C'est quoi les bases de ce nouveau langage? Alors, il part de la chose la plus simple possible, le changement. Il crée tout un vocabulaire autour de ça. Il prend un exemple, une peau pâle au soleil. Ok, La peau pâle, c'est l'opérande, la chose qui va être modifiée. Le soleil, c'est l'opérateur, ce qui agit. Et la peau bronzée, c'est le transformé, le résultat. C'est la brique de base de toute sa théorie. donc en fait, n'importe quel changement peut être décomposé comme ça, et la transformation, alors, ce serait l'ensemble des règles d'un opérateur. Précisément. Par exemple, la transformation soleil, ce serait la liste de tout ce qu'il fait. Il bronze la peau, il fait fondre la glace, il chauffe le sol. C'est son mode d'emploi complet en quelque sorte. C'est ça, Et à partir de là, il introduit un concept absolument clé, la clôture. la clôture. Oui, imaginez un jeu d'échecs. Peu importe comment vous bougez les pièces, elles restent toujours sur l'échiquier. Logique. Close, si elle ne produit que des états qui font déjà partie de son répertoire. Un système qui n'est pas clos,
Ce serait comme une pièce d'échec qui atterrirait hors du plateau. Le jeu s'arrêterait, quoi. Ah, d'accord, je vois. Donc si je résume, une machine pour HB, c'est juste un système qui obéit à des règles prévisibles et fermées sur elle-même. Un système sans surprise. C'est ça. C'est ce qu'il appelle une machine déterministe. C'est un système où, si vous connaissez son état à un instant t, vous savez avec une certitude absolue quel sera son état à l'instant t plus 1. Comme une horloge. Exactement. Si la grande aiguille est sur le 12, vous savez qu'une minute plus tard, elle sera sur le 1. La séquence de ces états, il appelle ça une trajectoire. Et pour visualiser toutes les trajectoires possibles, il propose le graphe cinématique. Une sorte de carte alors. Oui, une carte routière de tous les états possibles du système avec des flèches qui montrent les chemins l'un à l'autre. On y voit tout de suite les cycles, les points d'équilibre. C'est une carte de tous les futurs possibles de la machine. C'est une vision très puissante pour les systèmes simples. Mais est-ce que ça marche encore pour des choses très complexes comme la météo par exemple? Ça dépend de tellement de variables. Oui, et c'est là qu'il utilise l'outil des vecteurs. L'état de la météo, ce n'est pas un seul chiffre, c'est une liste de valeurs, température, pression, humidité. Un vecteur. Ce vecteur est l'état du système. Et la transformation, elle s'applique au vecteur entier pour donner le nouvel état. Le principe reste le même, mais ça permet de gérer une complexité bien plus grande. D'accord, c'est très clair pour les machines dont on connaît les règles du jeu. Mais que se passe-t-il pour presque tout ce qui nous entoure? Les systèmes dont on ne peut pas voir le mécanisme, le cerveau d'une autre personne, l'algorithme de recommandation d'une plateforme ou même mon chat quand il me regarde bizarrement. Là, vous mettez le doigt sur le problème central de l'expérimentation. C'est ce qu'HB nomme le problème de la boîte noire. La boîte noire. Le principe est simple. Vous avez un système dont le fonctionnement interne vous est totalement inconnu. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est agir sur ses entrées, les inputs, et observer ses sorties, les outputs. D'accord? Les exemples qu'il donne sont universels. L'ingénieur face à un équipement ennemi scellé, le psychologue qui étudie un rat dans un labyrinthe, ou même l'enfant qui apprend à ouvrir une porte. Il ne voit pas la serrure, il essaie des choses avec la poignée, l'entrée, et il regarde si la porte s'ouvre, la sortie. Ah, ça me rappelle mon neveu avec une nouvelle télécommande. Il passait des heures à appuyer sur tous les boutons au hasard. Oui, regardant l'écran pour voir ce qui se passait. Il traitait la télé et le décodeur comme une seule grosse boîte noire. C'est exactement ça. Et dans cette situation, la seule information brute qu'on peut collecter, HB l'appelle un protocole. Un protocole? C'est juste un journal de bord. À 10h01, j'ai appuyé sur le bouton rouge entrée. La chaîne a changé pour la 5, sortie. À 10h02, j'ai appuyé sur le bouton bleu entrée. Le volume a augmenté. Sortie, c'est tout ce qu'on a. Et j'imagine que l'objectif, c'est d'analyser ce protocole pour deviner les règles de la machine à l'intérieur. Oui, mais c'est là qu'arrive la conclusion la plus puissante et, je dirais, la plus dérangeante d'HB. Ah, Il dit que toute la connaissance qu'on peut tirer d'une boîte noire doit venir de ce protocole et de rien d'autre. On peut en déduire un modèle de comportement, ce qu'il appelle la représentation canonique de la machine. Mais, et c'est le point crucial, on ne saura jamais avec certitude quelle est sa structure physique réelle à l'intérieur. alors, attendez, ça veut dire que même si on avait un enregistrement parfait de tout ce qu'une machine fait, on ne saurait jamais vraiment comment elle est construite. Ça me paraît complètement contre-intuitif. Comment c'est possible? C'est le concept d'isomorphisme. Ça veut dire de même forme. L'idée, c'est que des systèmes matériellement, physiquement complètement différents peuvent produire des comportements qui sont en apparence identiques, Ils sont indiscernables de l'extérieur. indiscernables. L'exemple classique, c'est une carte et le territoire qu'elle représente. Les relations entre les villes, les distances relatives sont les mêmes sur la carte et dans la réalité, mais l'une est en papier, l'autre est faite de routes et de bâtiments. Donc si je vous suis bien, on pourrait avoir une IA qui fonctionne avec un code neuronal hyper complexe Oui, et une autre qui est juste une immense base de données avec des si ceci, alors cela. Et si elle donne exactement les mêmes réponses à toutes nos questions, on ne pourrait jamais savoir laquelle est laquelle. C'est vertigineux. C'est exactement ça. HB cite les travaux de Claude Shannon qui a montré que plein de circuits électriques avec des câblages totalement différents pouvaient implémenter la même fonction logique. La conclusion est fondamentale pour toute la science. Le comportement ne spécifie pas la structure de manière unique. C'est une limite fondamentale à notre connaissance, en fait. oui.
Quand un neuroscientifique observe un comportement et en déduit un mécanisme dans le cerveau, il propose un modèle possible. Mais il ne peut jamais être certain que c'est le seul mécanisme physique qui pourrait produire ce comportement. Cette idée est énorme. Alors changeons d'échelle. Que se passe-t-il quand toutes ces boîtes noires, ces systèmes, commencent à interagir les uns avec les autres, comme dans une économie ou un écosystème? C'est là qu'il parle de système couplé. C'est très simple. La sortie de l'un devient l'entrée de l'autre. D'accord. Et quand cette influence est réciproque, quand deux systèmes s'influencent mutuellement, on obtient ce qu'on appelle la rétroaction, le fameux feedback. Ah, les boucles de rétroaction. On entend ce terme partout aujourd'hui. C'est un peu le concept phare de la cybernétique, non? Oui, mais, et c'est intéressant, HB lui-même nous met en garde. Ce concept est super utile pour des systèmes simples, un thermostat et une chaudière par exemple, Claire. mais dans un système très complexe, comme un cerveau avec ses milliards de neurones qui s'influencent tous les uns des autres, essayer de tracer des boucles de feedback bien distinctes, ça devient un exercice un peu futile. On se perd dans les détails. Voilà. Il dit qu'il est plus pertinent de considérer le système comme un tout, une seule grande machine dont tous les composants sont interconnectés. D'accord. Donc, si tracer les boucles de feedback n'est pas la solution miracle pour la grande complexité, vers quoi est-ce qu'on se tourne? Quel est l'outil suivant? On se tourne vers la notion de stabilité. Un système est stable s'il a tendance à revenir à un état d'équilibre après avoir été perturbé. L'image de la bille au fond d'un bol. C'est l'image classique, oui. Vous la poussez un peu, elle oscille et elle revient se caler au fond. Le système bille dans le bol est stable. Donc, la stabilité, c'est l'objectif. Oui. En général. On veut des marchés financiers stables, des écosystèmes stables. C'est une bonne chose, a priori. Eh bien, c'est là qu'Ashby nous livre une de ses idées les plus profondes et les plus dérangeantes. Ah oui. Il nous dit « Attention, la stabilité n'est pas une vertu. C'est une description neutre, ce n'est pas un jugement de valeur. Et elle n'est pas toujours souhaitable. » Comment ça, pas toujours souhaitable? Comment la stabilité pourrait être une mauvaise chose? Il donne des exemples qui sont saisissants. Imaginez un circuit de neurones qui est responsable d'une douleur chronique. D'accord. Ce circuit peut être terriblement stable. Chaque tentative de traitement, un médicament, une thérapie, est une perturbation. Mais le système, par sa nature même, par sa stabilité, revient systématiquement à son état d'équilibre, qui est l'état de douleur. La stabilité devient l'ennemi. Exactement. À combattre toute tentative de le soigner pour revenir dans sa prison. Précisément. Et il donne un autre exemple, plus social. Il imagine une société où le quotient intellectuel moyen pourrait se stabiliser à un niveau très bas. Le système serait en équilibre à ce niveau indésirable et résisterait naturellement à toute tentative d'amélioration. L'éducation deviendrait une perturbation de son état stable. Waouh! La stabilité, ça décrit juste la tendance à un système à persister. Que l'état dans lequel il persiste soit bon ou mauvais, c'est une toute autre question. C'est fascinant. Et ça change complètement la perspective. Si on résume ce parcours, on a commencé par déconstruire l'idée de machine pour se concentrer sur le comportement. Le quoi plutôt que le comment. Voilà. On a vu comment décrire ce comportement avec un langage précis, puis on s'est heurté au mur de la boîte noire à cette idée qu'on ne saura jamais vraiment ce qu'il y a dedans. L'isomorphisme. Et enfin, on découvre que la stabilité, qu'on voit souvent comme un Graal, peut en fait être un piège. C'est une véritable boîte à outils mentale qui nous offre. Absolument. Le grand message, c'est le pouvoir de l'abstraction. En choisissant d'ignorer la quincaillerie, le métal, les neurones, le silicium, pour se concentrer sur la logique pure du changement et du contrôle, il a dégagé des principes universels. C'est pour ça qu'un livre de 1956 nous parle si directement aujourd'hui de nos réseaux de neurones artificiels. La matière change, mais la logique, elle demeure. C'est une conclusion parfaite. Pour terminer,
quelle serait la dernière pensée, la question à laisser mûrir? Le monde d'Ashby, il était fait de systèmes fermés à l'information. Nous, on vit dans un monde inverse, un monde saturé d'informations où les frontières sont floues. Et ça soulève une question, je trouve, assez cruciale. Laquelle? Quels sont les systèmes dans nos vies, nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux, les opinions politiques d'un proche, ou même le fonctionnement de notre propre entreprise que nous traitons tous les jours comme des boîtes noires? Et surtout, quelles suppositions est-ce qu'on fait sur ce qui se passe à l'intérieur de ces boîtes? Des suppositions qui, comme Ashby nous l'a si brillamment démontré, pourraient être complètement et fondamentalement fausses.